Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Michel Télanger témoigne de la nécessaire prise de distance psychologique par rapport à des situations opérationnelles qu'il a rencontrées. Il revient sur le principe de neutralité dans l'aide apportée dans des interventions sous tension, comme à Notre-Dame-des-Landes. Nous abordons aussi le devoir de transmission qu'il anime encore aujourd'hui pour renvoyer l'ascenseur. Je vous laisse maintenant avec Michel pour la suite et fin de notre échange. Je voulais aussi aborder avec toi un élément, je pense, fondamental de ton action, les très grosses interventions. Alors j'ai effectivement eu la chance, c'est comme ça que je le perçois, d'avoir participé et d'avoir eu à gérer bon nombre d'interventions de secours. Je dirais deux phases. Une phase qui concerne les 5 premières années de mon activité professionnelle, où j'étais en caserne, où là je partais comme ce qu'on appelle aujourd'hui chef de groupe, c'est-à-dire une sorte de chef d'équipe étoffé, mais sur des interventions très souvent qui étaient des interventions de la vie courante. D'accord. Vie courante veut pas dire que c'est forcément simple. Ça peut être des drames liés à des accidents de circulation, liés à des personnes qui ont fait des malaises, etc. Et là, c'est vraiment une entrée dans la vie active qui vous permet d'avoir une découverte de la société telle qu'elle est, et vous découvrez la société sous son vrai visage. Et quand vous êtes jeune, ça peut être marquant. Alors, il y a beaucoup de bonheur, je dirais parfois, autour de ces interventions, puisque effectivement, quand vous avez des sauvetages de personnes, moi j'ai souvenir d'une petite fille qui s'était positionnée sur le rebord d'une fenêtre au 6e étage d'un immeuble. Et effectivement, quand il y a le sauvetage de ce genre de situation, et cette petite fille donc qui a été sauvée, je veux dire, c'est évidemment très plaisant, très gratifiant. Oui, c'est sûr. Pour soi-même, c'est gratifiant, et l'équipe est entièrement satisfaite lorsqu'elle rentre à la caserne, et tout va bien. Et puis il y a des situations beaucoup plus difficiles, mais de la vie courante. J'ai souvenir d'une situation d'un accident de circulation qui avait été un choc frontal, où il y avait 2 personnes décédées, dont dans une voiture c'était une famille complète qui avait pris place, et le conducteur, qui était le père de famille, était décédé, et l'un de ses enfants qui était dans l'ambulance avant son départ et son transport vers l'hôpital me dit: mais comment va papa? Et si vous voulez, vous savez que son père est décédé, mais vous pouvez pas lui dire. Donc, si vous voulez, voilà. Donc là, vous utilisez des expressions pour ne pas révéler tout de suite la vraie situation. Et ça vous forme. Ça vous forme, ça vous forge, ça vous émeut considérablement. La preuve, c'est 40 ans après, j'en parle. J'ai un autre souvenir comme ça, un accident de moto sur lequel j'étais intervenu. C'était un motard avec sa passagère, et la moto avait été bousculée par une voiture qui avait grillé un feu tricolore. Donc il n'était pas du tout responsable. Et quand nous sommes arrivés, la passagère était inconsciente, comme on dit en secouriste, en mydriase bilatérale, c'est-à-dire qu'elle avait très certainement une atteinte neurologique forte. Et donc là, c'était une extrême urgence. Et bref, on était très proche de l'hôpital, donc l'intervention s'est passée assez rapidement, et la prise en charge rapide. Et en sortant de la salle des urgences, je croise quelques amis motards de cette personne, et qui me disent: mais faut-il prévenir les parents? Et vous voyez, c'est des choses, et là, je me souviens avoir été une fraction de seconde déstabilisé, et je me suis ressaisi, et je leur ai dit oui, je pense que ce serait une bonne chose que de prévenir les parents de la personne. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui font partie. Et puis il y a d'autres situations où vous voyez, quels que soient les milieux, vous voyez des gens très aisés qui sont dans des situations absolument très, très, très compliquées. Vous voyez des gens très pauvres qui sont dans une misère à la fois sociale, psychologique terrible. Voilà, vous avez dans ces métiers-là, mais c'est vrai pour la police, c'est vrai pour la gendarmerie, c'est vrai pour les travailleurs sociaux, etc. Vous avez une vision de la société telle qu'elle est réellement.
Et ça, c'est très fort à titre personnel. Et je pense que toute personne qui intervient dans ces contextes a des souvenirs très nombreux. Très très nombreux, et il faut faire attention d'ailleurs sur un plan psychologique que cela nous affecte pas trop, parce qu'il faut prendre quand même à un moment donné, savoir prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Et puis après, sur le plan opérationnel, moi j'ai eu, en montant là aussi en grade, en ayant l'expérience qui va bien, à commander, puisque c'est le terme dans ces cas-là, des opérations de secours qui étaient particulièrement intéressantes ou significatives, que ce soit par rapport aux risques naturels, des inondations, parce que j'étais à l'époque en Maine-et-Loire, et les inondations constituaient quand même une préoccupation en matière de risque très significative, mais aussi en matière de feux de forêt. Moi, j'ai des souvenirs de lutte contre les feux de forêt, tant en Maine-et-Loire, puisque le département est couvert quand même par une proportion non négligeable de forêt, que dans le sud de la France, puisque là aussi, on allait parfois en renfort. Les sapeurs-pompiers de l'Ouest allaient en renfort, comme c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs, à chaque année. Dans le sud-est de la France, j'ai des souvenirs d'incendies de forêt absolument gigantesques, où la force de l'équipe est absolument phénoménale. Puisque vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, vous commandez un dispositif de 80 personnels, une vingtaine de véhicules, et là vous faites face à des situations assez dantesques. C'est là où vous percevez la force du chef. Et la force de la cohésion de l'équipe. Je veux dire, et là les militaires pourront en témoigner. C'est-à-dire, quand vous vivez avec vos équipes et vos personnels des moments très forts, ça reste après. Moi, dans les années qui ont suivi, quand je recroisais des personnels que j'avais vus pendant 3 semaines sur le terrain, mais on sentait qu'il s'était passé quelque chose de fort, des liens qui étaient au-delà de l'aspect hiérarchique, qui étaient des liens humains, des liens vraiment très 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 forts. Et puis après, il y a eu des interventions, des incendies évidemment d'industrie qui étaient assez intéressants sur un plan professionnel, avec des risques de pollution, avec eu des incendies divers allant des immeubles d'habitation à des églises. Enfin, des églises, j'ai mémoire d'une notamment, Basilique Saint-Donatien à Nantes, et c'est un peu plus récent, c'est en 2015. Des situations aussi très particulières où là, c'est en montant en grade, où j'avais été responsable du dispositif de sécurité civile lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en liaison donc avec les forces de gendarmerie, puisque le commandement était assuré par les forces de gendarmerie. D'accord. Les moyens de sécurité civile étaient des moyens concourants. Et c'était extrêmement intéressant professionnellement parlant, puisqu'il s'agissait d'apporter secours à la fois aux gendarmes qui pouvaient être blessés, et il y en a eu de nombreux blessés, et à la fois aux zadistes aussi, aux manifestants qui pouvaient être blessés lors de leurs actions, en collaboration avec les démineurs, avec les forces de la sécurité civile, avec des équipes médicales et paramédicales de sapeurs-pompiers, etc. Donc c'est vraiment des interventions qui opérationnellement sont extrêmement intéressantes. Je pense que c'est tout l'intérêt de ce métier qui nous amène à faire face à des situations. Je me souviens d'interventions comme par exemple la pollution de l'estuaire de la Loire en 2008, où les berges de Loire dans l'estuaire étaient polluées, et une partie de la côte aussi sur à peu près 80 km, suite à une rupture d'une canalisation d'hydrocarbures dans une raffinerie. Voilà, ce sont des interventions très particulières où là, vous passez d'une phase de gestion d'urgence qui dure quelques heures ou quelques jours à une phase plus de retour à la normale, où là, vous avez à gérer finalement plutôt des entreprises privées qui interviennent dans le cadre de la dépollution. Donc c'est des comment dirais-je, des positionnements qui restent opérationnels, mais qui sont avec des équipes et avec des mises en œuvre assez différentes. J'aimerais juste revenir sur 2 exemples que tu as cités. Les feux de forêt dans le sud de la France, ça m'intéresse parce qu'il y a une notion de changement d'échelle. Vous êtes dans des métiers où la phase de formation, on l'a compris, est très très importante. La phase de préparation est aussi très très importante, enfin d'entraînement, j'entends. Et en même temps, il y a des situations parfois qui sont complètement inédites, qui dépassent ce qu'on imagine. Je suis très curieux de comprendre comment est-ce que, malgré la formation, malgré l'entraînement, comment est-ce il y a un peu je sais pas si c'est un supplément d'âme, ou en tout cas une capacité à quand même savoir gérer ces moments qui sont hors normes. Sur ce feu de forêt typiquement dont tu parles, ce que je comprends, c'est que c'était quand même hors norme. Tu vois, t'as 30 ans, tu dois gérer 80 personnes, enfin, c'est-à-dire c'est complètement... c'est des échelles qui sont folles.
Oui, alors ça peut paraître effectivement surprenant, mais en fait, faut être clair aussi que les formations qu'on a vous aident évidemment considérablement. Je parlais tout à l'heure de la méthode de raisonnement tactique, mais on a aussi des formations dans le domaine de la gestion opérationnelle et du commandement. Le GOC qui nous aide justement à prendre en compte ces situations exceptionnelles, pour justement décortiquer ces situations, pour en prendre l'essentiel et prioriser surtout les actions. Donc, je dirais, on s'en sort par le fait aussi que en France, que vous soyez sapeur-pompier dans le Nord, en Loire-Atlantique, dans le Rhône ou dans le Var, vous avez suivi des formations similaires, des méthodes de raisonnement similaires, ce qui fait que les dispositifs s'intègrent les uns dans les autres, les forces concurrentes s'intègrent dans les systèmes de décision, et ce qui fait que ça se passe. Ah oui, la mayonnaise prend parce qu'il y a la même méthode. Okay. C'est exactement les mêmes méthodes, donc Okay. Ce qui fait que ça marche très bien. Oui, donc le passage à l'échelle, en fait, n'est pas un sujet, enfin en tout cas, est un enjeu, mais un enjeu maîtrisé. Oui, c'est ça, et puis de toute façon, quand vous intervenez même sur un très gros incendie de forêt, par exemple, ou sur un bâtiment industriel en feu, quand vous arrivez avec une équipe, quelle que soit l'ampleur de l'équipe, de toute façon, une mission vous est assignée. Soit la mission, elle est assignée sur un domaine très particulier, qui peut être le risque chimique, le risque radiologique ou le risque d'effondrement avec le sauvetage des blêments, mais ça peut être autrement un secteur. C'est-à-dire un secteur géographique. Oui, je comprends. On sectorise. Donc, si vous voulez, ce sont des schémas d'organisation opérationnelle qui sont très bien connus des sapeurs-pompiers et qui fonctionnent très bien. Donc, vous arrivez, vous vous adressez au commandant des opérations de secours. Mon commandant, j'arrive avec tel moyen. Je suis un tel, j'arrive avec tel moyen. Quelle est ma mission ? Très clair, oui, en fait. Et c'est très clair. En fait, le cadre, finalement, c'est pas l'incendie de forêt au sens qu'il fasse 10, 100 ou 1000 fois la taille. Potentiellement, le cadre de travail reste le même parce que c'est circonscrit à une compétence, à un cadre, et après on augmente les moyens, on augmente les hommes. C'est ça. En revanche, c'est l'organisation du commandement et la structure de commandement supra, si je puis dire, qui, elle, doit être étoffée et bien adaptée à l'importance du sinistre. Bien sûr. Pour qu'effectivement l'information circule, que les ordres soient clairs et que les priorités et les objectifs soient clairement énoncés et définis. Donc très clair. Et le deuxième sujet, tu parlais aussi de la gestion de la Z. C'est pas forcément cette gestion spécifique qui m'intéresse, mais c'est plus le rapport aux politiques, parce que je sais que tu as été forcément en contact avec des sujets politiques comme celui-là, ou des éléments politiques plus plus local, on va dire, plutôt. J'aimerais bien t'entendre sur ça, le rapport à la politique, ou aux politiques, pas forcément à la politique. Il y a un enseignement qui nous est dispensé et que chaque sapeur-pompier intègre, c'est que, surtout dans la société actuelle, c'est que tout sapeur-pompier doit être neutre dans sa manière d'être, dans son approche. C'est-à-dire chacun a ses convictions, qu'elles soient religieuses ou autres, politiques, etc. Peu importe, et je dirais tant mieux. Tout à fait. La diversité est intéressante. Pour autant, à partir du moment où on est en sapeur-pompier, avec son uniforme, on n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on est un agent de la fonction publique et on se doit de respecter une neutralité totale. Notre-Dame-des-Landes, sans focaliser là-dessus, mais l'exemple est assez intéressant. Enfin, il n'était même pas envisagé ni envisageable de discuter quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'était pas le problème. Nous étions là pour apporter notre concours en matière de secours. Donc, ça veut dire que s'il y avait des blessés, tant côté des forces de l'ordre que côté des manifestants, eh bien, le secours apporté était exactement le même. Les équipes employées étaient exactement les mêmes, les techniques utilisées étaient exactement les mêmes, les délais d'intervention étaient exactement les mêmes. Donc, peu importe. Là, je veux dire, on le voit lorsqu'il y a des manifestations et les médias le révèlent assez fréquemment, les sapeurs-pompiers portent secours à quiconque. Et là, je pense que c'est l'ADN. Et ça pose et ça souffre d'aucune ambiguïté. La chose différente depuis un certain nombre d'années, c'est qu'effectivement, les sapeurs-pompiers sont confrontés à des situations de violence qui n'existaient pas dans nos régions, en tout cas, il y a une vingtaine d'années. Ça existait à peu près en région parisienne, mais pas dans nos régions. Maintenant, c'est dans la France entière. Donc ça, c'est effectivement différent. Pour autant, le secours prime. Donc c'est toute l'adéquation qu'il y a. Mais ça fait partie des formations et des messages et des valeurs surtout qu'on inculque. C'est qu'aujourd'hui, mais depuis toujours,
quelle que soit votre origine, votre situation, on le dit très souvent, votre couleur de peau, votre niveau social, peu importe, peu importe. Nous sommes sapeurs-pompiers, nous viendrons vous secourir. Moi, j'ai vu des situations, par exemple, sur des personnes qui étaient plutôt, très certainement d'ailleurs, toxicomanes. Je me souviens d'une jeune fille à laquelle on portait secours, et puis on voyait bien, elle était très tendue, etc. Et puis à un moment donné, je m'aperçois qu'elle avait effectivement sur l'avant-bras des stigmates qui trahissaient, si je puis dire, certaines pratiques. Et quand elle a vu que j'avais vu, que je savais, elle a eu des craintes. Et je lui ai dit, écoutez, ne craignez rien. Vous voyez, c'était pas... Peu m'importe. Je veux dire, nous, on venait pour secourir cette personne, et cette jeune qui avait énormément besoin. On venait pas là pour lui dire, mais vous êtes un toxicomane ou une toxicomane et on va faire remonter l'information. Non, c'était pas du tout ça. Vous voyez, et c'est des situations comme ça, il y en a tous les jours. Les sapeurs-pompiers en France en vivent tous les jours. Mais c'est vrai que ce sont des métiers qui permettent d'avoir une vision de la société qui est parfois en décalage total avec ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir. Ça, je le comprends bien du coup au niveau de la corporation en tant que telle. Après, souvent la tension, elle peut résider aussi sur les interfaces. Et la question que je me pose, c'est aussi sur, peut-être que tu vas me dire, non, en fait, j'ai jamais été confronté à ces situations, mais des moments où en fait l'interface avec potentiellement d'autres types d'organisations ou d'autres, ça peut être des maires, ça peut être, enfin où là tu peux te dire, ah attention, il y a une tension, faut que je rappelle justement notre position en tant que sapeur-pompier, notre mission. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver ou en réalité c'est juste un fantasme? Non, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui sont arrivées. Je rentrerai pas forcément dans le... Non, l'idée c'est pas forcément de donner des exemples, hein, mais c'est plus de voir comment est-ce qu'on gère ces situations. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers sur un plan opérationnel sont placés sous l'autorité des maires ou du préfet. D'accord. Et donc, en tant que représentants de l'État dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police. Et donc, c'est ça qui importe. C'est-à-dire que sur des opérations importantes, le directeur des opérations de secours, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est lui qui décide. Donc on n'a pas d'état d'âme à avoir. C'est-à-dire s'il y a des priorités qui sont décidées, elles sont décidées, on est là pour obéir et mettre en œuvre. Donc voilà, après effectivement c'est au quotidien où il peut y avoir des situations plus ambiguës, ou parfois avec certains partenaires. Les médias en parlent parfois, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Sur le terrain, globalement, je dirais que ça se passe plutôt bien. C'est plus parfois dans les échelons de conception et de réflexion où il peut y avoir effectivement des enjeux forts et qui peuvent donner lieu effectivement à des situations qui ont pu être complexes parfois. Notre objectif, ce qui nous anime dans ces cas-là, c'est l'intérêt général et surtout un élément essentiel. Pour nous, c'est l'intérêt de la victime. La victime au sens la personne à laquelle on porte secours. Donc, c'est ça qui est important. Très clair. En fait, on a abordé des sujets assez macro. Là, on vient de parler des grands moments, enfin, en tout cas des grandes interventions sur lesquelles tu es intervenu. Tu en as cité quelques-unes. Je te propose peut-être de refaire un retour vers une partie de ta carrière à toi, la partie où tu passes vraiment dans des rôles de direction. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux moments. Il y a le commandement, le management d'équipe, et puis après il y a la direction de service, notamment à Nantes et puis dans le département. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à ce moment-là, comment ça se produit, quel rôle tu as, et puis finalement comment est-ce que tu embrasses finalement cette nouvelle posture de dirigeant au sein d'une administration publique? Effectivement, quand je suis arrivé en 2008 en Loire-Atlantique, c'était d'abord sur une fonction de chef d'état-major opérationnel, donc pour coordonner tout le volet opérationnel dans un département où les risques sont multiples, qu'il s'agisse des risques industriels, quand même un tissu industriel extrêmement développé, soit autour de Nantes ou de Saint-Nazaire principalement, l'estuaire de la Loire. Il y a aussi évidemment une activité dans la vie courante qui est extrêmement forte, puisque plus d'1,3 million habitants génèrent évidemment des risques de la vie courante importants, avec des agglomérations très significatives. Il y a des risques liés au littoral, il y a des risques naturels évidemment non négligeables, etc.
Donc à la fois des risques de la vie courante, des risques particuliers et des risques qui peuvent être assez exceptionnels. Donc c'est un domaine opérationnellement extrêmement passionnant, intéressant, et avec un service d'incendie et de secours qui est déjà très étoffé, et surtout avec une organisation en place qui est très stable et pertinente, sincèrement, et avec des cadres qui sont déjà, comment dirais-je, bien en place et dans leur fonction. Donc ce qui est peut-être plus difficile quand on arrive comme ça, c'est effectivement non pas de s'imposer, mais d'arriver avec une vraie légitimité. C'est le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. On reboucle. Donc ça montre bien que, quelles que soient les années d'expérience que l'on peut avoir, il faut se remettre en cause à différents moments, et c'est pas forcément plus facile lorsque vous avez affaire à des cadres supérieurs. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Gérer des cadres supérieurs notamment est pas forcément la tâche la plus aisée pour un manager. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que sur ce type de fonction, vous êtes rapidement sur des volets stratégiques, et ça, c'est absolument passionnant. Donc effectivement, ça vous éloigne quelque peu du quotidien, ça c'est indéniable. En revanche, quelles que soient les fonctions que nous avons en étant officier de sapeur-pompier, on reste avant tout sapeur-pompier. Ça veut dire que ce qui nous anime, c'est l'opérationnel. Même si on ne monte plus dans les camions comme on peut le faire en début de carrière, mais ce qui nous anime, c'est quand même que nos équipes et tout le matériel, la formation, les équipements, les processus, les procédures, les documents, les connaissances qui vont bien pour que les opérations du quotidien se passent bien. Et les opérations évidemment exceptionnelles aussi. Donc tout ça, ça nécessite bien évidemment de travailler en concertation avec les élus, puisque les services départementaux d'incendie et de secours sont des établissements publics administratifs qui sont gérés par des conseils d'administration placés sous l'autorité du président du conseil départemental, qui est de droit le président du conseil d'administration donc. Et pour la partie opérationnelle, les SDIS sont placés sous l'autorité du préfet. Donc il y a une double autorité en fait, une autorité bicéphale. Et sur des systèmes, alors ça étonne parfois, ça étonne beaucoup le milieu privé, mais force est de constater que ça marche très bien. Donc et c'est le rôle, justement, quand on est directeur ou directeur adjoint, puisque j'étais directeur départemental adjoint à partir de 2010, fin 2010. Et bien, c'est ce rôle de travail d'abord en binôme avec son directeur départemental. Ça, c'est aussi un mode de fonctionnement qu'on ne trouve pas partout, mais qui est essentiel, puisqu'il y a une notion de continuité. Cette notion de continuité, c'est-à-dire quand le directeur départemental, quand le numéro 1 est absent, c'est le numéro 2 qui commande. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as vécu, si mes souvenirs sont bons. Complètement. Voilà, tu as eu des épisodes où tu as été numéro 1 en intérim. Absolument, j'ai eu des périodes d'intérim assez longues d'ailleurs, et qui ont été passionnantes. Sur un plan professionnel, c'est absolument passionnant, puisque, alors là, effectivement, en termes de sollicitation, vous ne parlez même plus de temps de travail, là, c'est de la sollicitation permanente, H24, mais c'est passionnant sur des sujets très divers, qui sont effectivement souvent stratégiques, mais pas que. Et c'est là où parfois les personnels sont surpris. Ils sont parfois surpris qu'en tant que dirigeant, on soit au courant de certaines affaires de la vie courante des personnels, mais c'est essentiel, puisqu'il faut essayer justement de ne pas être déconnecté par rapport à ces problématiques de la vie courante de nos équipes. Et ça, c'est absolument fondamental pour que la réponse opérationnelle que l'on va apporter corresponde aux besoins. Très clair. Et je ne sais pas à quel moment, justement, dans ta carrière, tu as fait le switch entre, finalement, plus de terrain du tout, au sens plus d'intervention. Il n'y a jamais plus de terrain. Il n'y a jamais plus de terrain. Okay. Ah oui, pardon, pas de terrain. Oui, non, mais j'entends là sur les grandes interventions, etc. Exactement. Évidemment. On est plus sur les interventions du quotidien, voilà, quoique. C'est-à-dire que si sur une intervention du quotidien, il y a une difficulté particulière ou majeure, ou encore plus, je dirais, si on a des blessés, là, bien évidemment, le commandement intervient tout de suite. Mais et il y a de toute façon toujours, quelle que soit la nature de l'intervention, la structure de commandement est toujours la même. Ça veut dire qu'il y a toujours un commandant des opérations de secours. Même s'il n'y a qu'un seul véhicule, le chef d'arrêt, le chef de voiture, pour parler familièrement, sera le commandant des opérations de secours. Lorsqu'il y aura plusieurs véhicules, un officier va arriver, il sera le commandant des opérations de secours. Si c'est une affaire de portée départementale, ce sera effectivement probablement le plus gradé du département qui interviendra. Il sera aussi commandant des opérations de secours. Donc il y a un système un peu de poupée russe et qui fonctionne très bien.
Ouais, donc en fait, du coup, il y a pas ce besoin de se dire à un moment donné, je lâche le terrain. En fait, on lâche pas. Donc, Non, parce que à tout moment, on peut être appelé à aller sur le terrain. Moi, j'ai un nombre d'interventions réalisées à mon compte quand j'étais en Loire-Atlantique qui est absolument très significatif. Et c'est vrai que plus vous montez en grade, plus vous avez à gérer, évidemment, des interventions particulières, soit par leur ampleur, soit par leur importance politique, médiatique, humaine. Je comprends. C'est très clair. Bah, en tout cas, c'est drôle. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y a une transition, mais maintenant que tu le dis, ça paraît évident que, que ça ne s'arrête finalement jamais. Enfin, après, quand on n'est plus actif, ça s'arrête, mais ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que en étant sapeur-pompier, on a un ADN qui est modifié au fil de sa carrière. Et cet ADN modifié, on le garde après. C'est vrai que j'en parle peut-être comme si j'étais encore en activité, mes enfants me le disent parfois, mais je pense qu'il y a tellement de moments marquants, de beaux moments et de moments aussi dramatiques et très tristes. J'ai un souvenir absolument très poignant des décès de sapeurs-pompiers en service commandé. Il y en a eu plusieurs pendant ma carrière, et à chaque fois, c'est des épreuves d'une douleur, je dirais presque incommensurable, tant par la situation elle-même et le drame que ça provoque, par l'accompagnement des familles, par les blessures que ça laisse, je dirais à la fois physiquement, psychologiquement, dans le corps même des sapeurs-pompiers, dans les camarades qui étaient sur l'intervention. Et ça, c'est des choses qui marquent, et on a tous une limite d'acceptabilité qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Mais je pense que personnellement, j'avais atteint effectivement cette limite, parce que c'est des situations qui sont très difficiles, très éprouvantes, devant lesquelles il y a une forme d'impuissance finalement, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément le résultat d'interventions parfois à très haut risque, parfois oui, mais parfois non. Donc, et puis il y a une forme d'injustice derrière ça aussi, parce que tout est fait pour que toutes les opérations et les interventions se passent bien, et quand il y a un accident grave, voire gravissime, il y a une forme, vous ressentez cela comme une forme d'échec, et vous vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai loupé?» Alors, c'est pas forcément vous personnellement, mais il y a une forme d'échec de l'entité quand même. Et donc, même s'il y a du retour d'expérience derrière, évidemment, puisque le retour d'expérience, quelles que soient les situations, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est très actif dans les corps de sapeurs-pompiers et qui est absolument indispensable, et ça, c'est valable à mon avis pour tout domaine. Mais c'est vraiment ce sont ces situations qui impactent des collaborateurs, des collègues, qui marquent. Et c'est un véritable tatouage, hein. Et ça vous marque, et je dirais que parfois ça peut même vous hanter. Et en tout cas, sur des opérations complexes et difficiles et à haut risque, ça fait partie de vos préoccupations. Ça, c'est très clair. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un, par exemple, pas forcément toi, mais où vous dites, en fait, non, cette personne, justement, ça va la hanter parce que cette opération, potentiellement, peut rappeler une opération similaire où elle a perdu quelqu'un de son équipe et donc, en fait, on va la mettre de côté parce que c'est trop risqué ou des choses de cette nature? Alors, en début de ma carrière, le soutien psychologique chez les sapeurs-pompiers n'existait pas. D'accord. C'était quelque chose qui se faisait au foyer. Le foyer, c'était la pièce où chacun se retrouvait après une intervention. On buvait un jus de fruits ou une bière. Au retour d'intervention à 2h du matin, on débriefait. Voilà, c'était un débriefing à chaud. Et c'est comme ça que se faisait le soutien psychologique. C'était assez rudimentaire, mais au moins ça se faisait. Après, au fil des années, les choses ont évolué et il y a un véritable soutien psychologique qui a été mis en place avec des professionnels. C'est très utilisé aujourd'hui. C'est placé, en règle générale, sous la responsabilité des services de santé et de secours médicaux des SDIS. Donc, ce sont des médecins infirmiers qui sont les premiers intervenants, si je puis dire, face à ces situations-là, qui ensuite délèguent, s'il le faut, à des psychologues. Très clair. Quand ils ne le sont pas eux-mêmes. Donc, mais c'est une composante aujourd'hui qui est très intégrée dans le parcours des sapeurs-pompiers, ce qui ne l'était pas à une époque, qui a pu entraîner des difficultés, c'est évident. Hein. C'est évident parce que même si on est, si au fil des années, c'est comme les chirurgiens qui opèrent, si je puis dire, ils se créent une carapace par rapport à ce qu'ils peuvent découvrir. Chez le sapeur-pompier ou chez le militaire, c'est exactement pareil. Mais humainement parlant, on a tous nos limites. Et ces limites, on les connaît pas forcément. Et parfois, elles se
Moi, j'ai souvenir d'un médecin extrêmement expérimenté qui avançait en âge, qui un jour revient d'une intervention très complexe et difficile et qui me dit, écoute, Michel, c'est fini pour moi, là, je vais arrêter. Ok. Parce que voilà, Ouais, j'ai atteint sa limite. Ouais, j'ai atteint ma limite, non pas professionnelle, parce que sa compétence, il pouvait, tout à fait. pouvait la dispenser encore très très longtemps, mais sur un plan, je pense là plus psychologique, de fatigue psychologique, et il fallait qu'il prenne du recul. Ouais, ça se comprend totalement, et c'est très sain de réaliser ça aussi, parce que ce rôle-là, il vient avec une responsabilité infinie. Donc en fait, être capable, lucide face à ça, c'est très difficile, parce que quand vous avez, et c'est pas forcément lors d'interventions extrêmement d'ampleur, quoi. Lorsque vous avez, même dans des interventions courantes, quand vous avez l'équipe qui se donne à fond, mais c'est valable dans le milieu hospitalier aussi, qui se donne à fond pour sauver une personne, et vous pensez que les choses vont évoluer favorablement, et puis tout d'un coup, voilà, physiologiquement, médicalement, la personne lâche, et là, vous vous retrouvez avec une personne décédée alors que vous pensiez vraiment que vous alliez la sauver. C'est difficile pour les équipes, hein. C'est très difficile, hein, parce que voilà, vous analysez les choses, vous posez bien naturellement des questions en disant, mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement? Donc il peut y avoir des formes de remise en cause. Après, il y a aussi la nature. Vous connaissez pas forcément la victime à laquelle vous avez à faire face. Vous connaissez pas son passé. tout à fait. Vous connaissez rien d'elle quand vous intervenez. Mais c'est effectivement des situations qui interpellent souvent, et c'est normal. Et c'est comme ça, c'est ce qui nous permet aussi de progresser. En revanche, il faut savoir aussi prendre de la distance, parce qu'il faut savoir aussi ne pas être trop affecté par les situations auxquelles on a à faire face, parce que autrement, on se détruit. Je trouve que c'est difficile de... Là, j'essaye de me mettre à la place de ce que tu m'expliques, mais quand on l'a pas vécu, c'est impossible d'imaginer. Je veux dire, le rapport à la mort d'un collègue sur son lieu de travail, le rapport à la mort aussi de personnes qu'on essaye de sauver. Enfin, je comprends l'idée, mais je peux pas imaginer en fait qu'est-ce qu'on vit. Et bon, c'est normal. mais en tout cas, ça inspire voilà, une forme de... moi, ce que je retiens, c'est déjà chacun a sa limite, et qu'il faut accepter de parfois être confronté à cette limite qu'on n'anticipe pas forcément. Et puis que, aussi professionnel qu'on soit, à la fin, ça reste des hommes et des femmes, et que on peut être affecté, on peut être hanté par des éléments ou des événements comme ça. Puis parfois d'ailleurs, tu vois là typiquement quand tu me parlais des différentes interventions qui t'ont marqué, tu ressors des interventions, on va dire assez en termes d'échelle, qui touchaient une personne, et en fait celle-là est restée. Pourquoi, on ne le sait pas. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Pas besoin. Mais en tout cas voilà, il y a ça qui est là, quoi. Oui, complètement. Et je pense, moi j'ai un autre exemple. Quand j'ai commencé dans ma carrière, 3 mois après mon début de carrière, l'un de mes collègues est décédé en intervention. Il avait mon âge. Et on s'est retrouvés 20 ans après. On a reconstitué l'équipe du jour 20 ans après pour voilà, Commémoration. Voilà, pour une commémoration. Et ce qui était marquant, c'est que 20 ans après, presque toute l'équipe s'est mise à pleurer, quoi. Et alors, ça montrait effectivement, d'une part, qu'il était resté un lien très très fort, même si chacun après s'était dispersé géographiquement ou pas d'ailleurs. Mais ça montrait aussi peut-être qu'on n'avait pas su gérer 20 ans plus tôt cet événement sur un plan psychologique, puisque si on était dans une telle situation 20 ans après, c'est qu'il y avait, comment dirais-je, des aspects encore ouverts en fait. Très ouverts, des plaies qui étaient encore très ouvertes. Et ça, je pense que c'est vraiment cette approche, le soutien psychologique en opération qui a été mis en place dans les services d'incendie et de secours est vraiment essentiel. Ah oui, ça c'est très clair. Mais en tout cas, c'est un élément très, enfin voilà, inspirant. Je pense que voilà, c'est aussi pour ça que j'aime ce format-là où on aborde du temps long, parce que tu vois, finalement, toi, dans ta carrière, tu as connu vraiment la transition sur ce sujet typiquement, et tu vois bien en fait la valeur fondamentale. Et moi, de là où je suis, je me dis effectivement, on se dit, waouh, comment c'était possible que ce soit pas le cas déjà avant.
Mais bon, c'est le principe des bonnes idées, c'est qu'a priori on se demande comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans avant. On, on arrive bientôt à la fin de notre temps d'échange. On a abordé beaucoup de sujets de manière très à la fois linéaire et éparse. Est-ce que toi, tu as un apprentissage ou un élément que on n'a pas abordé, qui te tient à cœur, que tu aimerais partager à nos auditeurs, éventuellement avant un mot de la fin? Je dirais que j'ai eu la chance par mon métier de pouvoir m'attacher à à la dimension très humaine de mes collaborateurs par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport à la cohésion des équipes, etc. Soit par rapport aux victimes ou aux opérations de secours. Et ça, je trouve que c'est très riche. C'est-à-dire que ça nous amène à avoir une approche de l'autre, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, peu importe. Comme je disais tout à l'heure, d'une personne similaire à nous ou différente. Je pense que ça nous amène à beaucoup à une certaine ouverture, mais peut-être aussi parfois à une certaine intransigeance vis-à-vis de certaines choses. Là aussi, il faut pas le nier. C'est-à-dire qu'à force de voir les choses décalées ou dégradées, peut avoir tendance aussi à, à être non pas moins réceptif, mais plus radical. C'est-à-dire que notre niveau d'acceptation peut être un peu écorné. Ça, c'est sûr. Peut-être aussi, parfois, on peut être un peu moins dans l'acceptation vis-à-vis de certaines situations, à risque notamment, puisqu'on en connaît les conséquences potentielles. Donc, effectivement, là, il y a des choses qui peuvent interférer sur un plan, là aussi, de notre propre comportement. Ouais, c'est assez ambivalent, en fait. C'est assez ambivalent. Donc ça, c'est assez, je pense, caractéristique de ce type de métier. Après, moi, ce que je retiens, c'est que déjà, il est assez difficile d'abandonner un métier comme le mien dans lequel on s'est investi pendant 40 ans, faut être honnête. On parle beaucoup de retraite, c'est un sujet d'actualité. Voilà, moi, quand j'ai arrêté mon activité, c'est parce que je l'ai bien voulu. J'aurais pu continuer, mais j'étais lié par une obligation de mobilité géographique, donc c'est ce qui fait que j'ai arrêté. J'ai ouvert, dans ces cas-là, j'ai créé à ce moment-là plutôt un cabinet de conseil en sécurité incendie, gestion de crise, et j'ai travaillé depuis sur quelques dossiers très intéressants, et notamment en liaison avec les monuments historiques. Et ça, sur des sites absolument fabuleux. Et c'est passionnant. Donc, pour moi, il y a une forme de continuité. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tout arrêter du jour au lendemain, ça me paraissait difficile. Et pourquoi ? Parce qu'on a acquis quand même un réel savoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes mis à la retraite, si je puis dire, quand vous faites valoir vos droits à la retraite du jour au lendemain, vous n'êtes plus dans les réseaux. Vous n'êtes plus dans les mêmes réseaux, en tout cas. Tout à fait. Et ça, c'est peut-être un peu dommage que ça intervienne aussi rapidement. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de cessation progressive, et peut-être que parfois ça pourrait être utile. Mais en tout cas, dans nos structures, c'est pas prévu comme ça. Mais en tout cas, à titre personnel, pour moi, en tout cas, il était important de continuer. Et j'ai l'impression qu'en faisant ce que je fais aujourd'hui, même si c'est à temps très partiel, il y a une notion de service qui est toujours d'actualité. Et cette notion de service, je pense, c'est ce qui m'a animé, mais ce qui anime aussi tous les sapeurs-pompiers durant toute leur carrière, et sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Et je pense que c'est une tâche qui est noble, au sens propre, et qu'on a du mal à abandonner. Donc c'est pour ça que continuer par une certaine activité, ce que je fais depuis quelques années, et ça a été pour moi effectivement très, très bénéfique. Je suis en total alignement. C'est une des raisons pour lesquelles on est de part et d'autre de ce micro. C'est que je pense que l'expérience acquise, même si évidemment là c'est plus un témoignage qu'un partage d'expérience réelle, au sens face à une situation spécifique. Mais je suis très étonné effectivement aussi par le côté on-off de ce jalon-là. Et d'ailleurs, on en parlait aussi en préparation, surtout dans des métiers en plus comme le tien, où pour avoir accès à un certain type de situations qui ne sont pas finalement des situations types, on parlait des incendies de très très large échelle, la valeur de l'expérience est d'autant plus importante parce que c'est sur une carrière comme la tienne, tu as peut-être vécu certaines situations, peut-être 2-3 fois, et des gens qui sont plus jeunes, moins expérimentés, ne l'ont peut-être jamais vécu. Absolument. Et dans ce cas-là, en fait, on va passer à côté de l'expérience que tu as sur ces situations-là, tout simplement parce que tu n'es plus, entre guillemets, identifié ou référencé ou en fait au bon endroit. Et
Et ça m'étonne. Voilà, je partage une opinion, mais voilà. Je partage complètement cette position. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup investi, mais comme plein d'autres au moment de la retraite, sur des activités bénévoles, mais toujours dans le domaine de la sécurité ou de la sûreté. S'il y a un petit volet sûreté. C'est passionnant, mais toujours aussi parce que je considère que j'ai bénéficié, grâce à la fonction publique, de l'acquisition d'un savoir au fil des années. Et il me semble être sous une forme de devoir, finalement, de continuer, de pérenniser, finalement, ou de renvoyer l'ascenseur, si on me permet l'expression, en passant beaucoup de temps à titre bénévole sur, effectivement, d'accompagnement ou du conseil, ce que je fais notamment auprès du clergé angevin, dans le domaine de la sécurité incendie. Et je trouve que c'est complètement normal qu'on puisse, à un moment donné, bifurquer de cette manière-là. D'autres personnes penseront différemment, libre à elles. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. C'est inspirant. Et je pense que c'est un mot de la fin, une ouverture qui donne de l'espoir. Donc, c'est un sujet que j'aborde assez souvent avec mes invités, au micro ou pas d'ailleurs, hein, mais sur cette question-là de l'après et justement du sens qu'ils donnent à leur action. C'est vrai que le bénévolat, le mécénat de compétences contribue. D'ailleurs, parfois à temps plein, parfois à temps partiel, mais en tout cas, c'est un médium très efficace et qui a d'ailleurs aussi besoin parfois de personnes qui ont eu des grosses responsabilités parce qu'ils ont aussi des sujets de gouvernance. Enfin, en fait, il y a exactement les mêmes enjeux dans le monde bénévole que dans le monde, disons, économique. Donc, c'est très sain qu'il y ait de la porosité entre les deux. Merci Michel pour ce témoignage. C'était super riche. J'ai appris beaucoup de choses en le refaisant alors qu'on a bien préparé quand même ce temps d'échange. Donc, merci pour ce que tu nous as apporté. Et puis, aux auditeurs, je vous dis au prochain épisode. Au revoir. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Michel Télanger. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.